C'est bien sûr l'information du jour. L'armée israélienne a annoncé avoir engagé des raids terrestres sur le territoire libanais, malgré l'appel à la désescalade de la communauté internationale. On va y revenir et vous expliquer ce qu'est le Hezbollah, quels sont ses hommes, quels sont ses moyens en armes, et on vous présentera un document exceptionnel tourné avec les combattants du Hezbollah il y a quelques années. Et voici les 4 infos essentielles. L'armée israélienne a annoncé avoir lancé des raids terrestres limités cette nuit au Liban, avec pour objectif des cibles du Hezbollah. Après les explosions de beepers, de talkie-walkie, c'est donc à présent une force militaire qui s'est engagée au sud Liban. Déjà hier, l'armée israélienne avait publié des images de soldats et de chars en plein exercice. Cette fois, l'opération a bel et bien démarré cette nuit. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait d'ailleurs annoncé « Il n'y a pas d'endroit au Moyen-Orient qu'Israël ne puisse atteindre ». Mais au fait, qu'est-ce que le Hezbollah? Combien possède-t-il d'hommes? Combien a-t-il d'armes? On fait le point avec Inès. Cette milice armée pro-Iran est l'ennemi juré d'Israël. Le Hezbollah, créé en 1982, a en effet comme objectif la destruction de l'État hébreu. Le mouvement a vu le jour après l'invasion d'Israël dans le sud du Liban, lors de la guerre du Liban qui a débuté en 1975, avec comme but de résister contre l'occupation. Ces dernières semaines, Tsahal a décidé de prendre pour cible cet allié du Hamas, contre qui le pays est en guerre depuis le 7 octobre. Et pour cause, le Hezbollah occupe aujourd'hui une place majeure sur le plan politique et militaire au Liban. L'organisation chiite, financée par l'Iran, participe aux élections et dispose d'un arsenal considérable, faisant d'elle la force armée la plus puissante du pays. Si elle revendique 100 000 combattants, des estimations indépendantes jugent qu'il serait entre 20 000 et 50 000. Véritable État dans l'État, il est considéré comme une organisation terroriste par de nombreux pays. La mort de son chef, à la tête du Hezbollah depuis 32 ans, est donc une escalade majeure dans le conflit. Hassan Nasrallah était une figure adulée par ses partisans, faisant partie des fondateurs du Parti de Dieu. Il a largement contribué à développer le mouvement. Il évitait d'ailleurs les apparitions en public par crainte d'être assassiné par Israël. Après la mort d'Hassan Nasrallah, l'Iran assure que cet assassinat entraînera la destruction d'Israël. Le Hezbollah, de son côté, affirme qu'il continuera sa lutte contre Israël en soutien à Gaza et la Palestine. Hachem Safieddine, figure du Hezbollah et cousin éloigné d'Hassan Nasrallah, pourrait être son successeur. Par ailleurs, au vu de l'escalade de tensions dans la région, le Premier ministre libanais s'est exprimé ce lundi. Il a déclaré que le Liban était prêt à appliquer la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui prévoit notamment le retrait du Hezbollah de la région libanaise située au sud du fleuve Litani, à environ 30 km de la frontière avec Israël. Les journalistes de notre partenaire Ligne de Front avaient rencontré il y a quelques années des combattants du Hezbollah. Voici leurs images. On communique avec des talkie-walkie. Nous sommes prêts à partir dès qu'on nous le demande. Nos identités doivent rester secrètes. Le Hezbollah est un mouvement secret. Les combattants du Hezbollah doivent rester invisibles. Dans la rue, nous sommes en civil. Mais nous sommes des guerriers. Dès qu'il faut se battre, nous prenons les armes et on part à la guerre. Ces deux soldats nous dévoilent une des théories complotistes de la propagande du Hezbollah. Daesh et Israël sont nos ennemis. Bien sûr, notre plus grand ennemi, c'est Israël. Mais c'est Israël qui nous a amené Daesh. Israël et Daesh, c'est la même chose? Oui, c'est la même chose. Daesh, Israël. Qui a inventé Daesh, d'après vous? Les États-Unis et Israël. Les États-Unis et Israël? Oui, ce sont eux qui les soutiennent. Après l'offensive terrestre, à quoi faut-il s'attendre dans la région? Notre journaliste Augustin a posé la question à Guillaume Ancel, cet ancien officier et spécialiste des questions internationales. L'armée israélienne vient d'entrer au sud du Liban. Guillaume Ancel, quelle est votre analyse sur cette nouvelle étape franchie par Israël? C'est un plan qui a été planifié de longue date, en fait, par Tsahal, et que Netanyahou a décidé de lancer, à mon avis, par opportunisme, parce qu'il sait pertinemment que ce n'est pas avec une offensive de ce type qu'il pourra détruire le Hezbollah, qui est un mouvement politique, religieux et militaire. Et que par conséquent, bien sûr que le Hezbollah ne peut pas affronter Tsahal, il n'a pas la force, même si c'est une armée de 50 000 hommes relativement bien équipée et commandée, mais les combats vont être très durs avec les Israéliens. Le Hezbollah va perdre une partie de ses armements et une petite partie en fait des milices, mais en fait avec cette guerre, Israël garantit le Hezbollah de pouvoir recruter pendant les 20 années à venir, au même titre que le Hamas à cause de cette guerre de ravage en fait contre la bande de Gaza. Il y a une génération de Gazaouis qui ne pensera qu'à la vengeance pendant 20 ans, et c'est en cela que je pense que Netanyahou ne construit pas du tout la sécurité d'Israël, qui est une nation menacée, mais au contraire cherche une victoire facile à court terme en échange de l'avenir réel d'Israël. Mais alors comment expliquez-vous cette décision d'entrer au Liban de la part de Netanyahou? Le contexte, c'est que en fait, le Hezbollah affichait ostensiblement que si un accord de cessez-le-feu était trouvé sur Gaza,
il ne lancerait pas d'attaque terrestre contre, bien sûr, Israël, et surtout stopperait ces bombardements. C'est ça que souhaitait le président américain Joe Biden. La chose très étonnante, c'est que Netanyahou a pris exactement la voie inverse. Et le fait qu'il se relance dans une guerre, ça ressemble étrangement à une forme de fuite en avant de Netanyahou, qui de plus a très bien compris qu'avec l'élection présidentielle américaine le 5 novembre, il n'aura plus du tout la possibilité de mener une guerre intégralement avec des munitions américaines et un président Biden qui en est réduit à venir dire qu'il est contre cette guerre, mais pourtant c'est lui qui fournit les munitions. Mais alors, à quel scénario doit-on s'attendre pour les prochains jours? Pour l'instant, Tsahal déroule son plan de guerre, qui est assez classique. 8 jours de bombardement intensif et une rentrée terrestre. Donc ils vont chercher à faire des incursions contre ce qu'ils ont identifié comme étant les centres du Hezbollah pour essayer de les détruire le plus possible. Mais le fait d'avoir détruit des infrastructures du Hezbollah ne garantit absolument pas une victoire, encore une fois, contre une organisation qui est beaucoup plus complexe qu'une simple armée. Donc Tsahal, pour moi, va gagner assez facilement tant qu'il ne reste pas sur le territoire. Par contre, ils vont subir des pertes parce que le Hezbollah a pris soin d'attendre cette invasion terrestre pour pouvoir sortir leurs soldats. Et Israël sera obligé de se retirer à un moment, comme elle a été obligée de le faire lors des 3 incursions précédentes. On se souvient surtout de la guerre des 33 jours en 2006, où l'armée israélienne avait été obligée de se replier parce qu'elle voyait bien que ces pertes seraient insoutenables dans la durée. 2 Français sont déjà morts dans les bombardements. Face à cette situation, la France a indiqué avoir envoyé au large des côtes libanaises un porte-hélicoptère amphibie. Son objectif, pouvoir évacuer en urgence les ressortissants français si la situation continue à se dégrader. Mais il faudra attendre 5 à 6 jours avant que le bâtiment français arrive sur place. Alors que plusieurs syndicats ont lancé un appel à la grève et à manifester aujourd'hui, CGT, FSU et Solidaires, le Premier ministre Michel Barnier, lui, a passé son grand oral à l'Assemblée nationale. Un grand oral qui n'est pas suivi de vote car il n'a pas la majorité absolue dans l'hémicycle. On vous récapitule ces annonces. Voici les 5 grands chantiers dévoilés par Michel Barnier pour son gouvernement. En premier, il propose d'augmenter le SMIC de 2% à partir du 1er novembre, qui passerait de 1 398 € à 1 426 €. Ensuite, il a annoncé une hausse des impôts ciblée sur les grandes entreprises et les Français les plus fortunés. Troisième chantier, Michel Barnier souhaite combattre la dette écologique en développant le nucléaire et les énergies renouvelables, mais aussi en organisant une grande conférence nationale sur l'eau. Quatrième chantier, il propose d'ouvrir une réflexion sur le scrutin proportionnel. C'est un autre type de système électoral que le nôtre aujourd'hui, mais qui serait plus représentatif pour certains partis politiques. Enfin, Michel Barnier souhaite reprendre le dialogue sur la réforme des retraites. Il propose aux partenaires sociaux, je cite, de réfléchir à des aménagements raisonnables et justes. Le 1er octobre marque l'arrivée de nouvelles taxes et de nouvelles mesures. On va faire le point sur les répercussions sur votre porte-monnaie et pas seulement, c'est Camille qui vous explique tout ça. Attention à votre porte-monnaie, le prix du gaz va connaître une augmentation de 5,37%. Attention également à votre vitesse puisque la vitesse maximale sur le périphérique va passer de 70 km/h à seulement 50. Parmi les bonnes nouvelles, les petites retraites vont être revalorisées. Dès le 9 octobre, 850 000 retraités recevront 50,94 € en plus tous les mois. Pareil pour les APL qui augmentent de 3,26%. Pour être plus concret, un allocataire qui touchait 150 € d'aide touchera désormais 154,89 €. Le mois d'octobre devrait également marquer la fin de certaines arnaques téléphoniques. Jusqu'à présent, les escrocs arrivaient à détourner les numéros des banques et des administrations publiques. Mais désormais, les opérateurs téléphoniques vont déployer un dispositif pour authentifier les appels. C'est aussi aujourd'hui que commence Octobre Rose, selon l'Institut National du Cancer. L'année dernière, 61 000 nouveaux cas de cancer du sein ont été diagnostiqués. 12 000 femmes perdent la vie chaque année. Une femme sur 2 d'ailleurs se dit mal informée par rapport au cancer du sein. Pour rappel, un programme national invite toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans à se faire dépister tous les 2 ans. Je vous propose aussi de découvrir comment réaliser une autopalpation avec le docteur Olivier Marpeau, alias Mon Gynéco sur les réseaux sociaux. L'autopalpation, c'est un examen que vous allez faire vous-même, chez vous, si possible 1 fois par mois. L'idéal, c'est de le faire juste après les règles, parce qu'au moment des règles ou juste avant les règles, le sein il est tendu, il est douloureux, il est sensible, c'est plus difficile de percevoir quelque chose d'anormal. L'idéal, c'est d'être debout face à un miroir, ou assise, mais en tout cas certainement pas allongée ou de travers. Le premier temps, c'est l'inspection. On va regarder s'il y a une asymétrie, on va regarder s'il y a un sein qui est déformé, on va regarder si le mamelon rentre, on va regarder s'il y a une inflammation, un œdème, une rougeur. Donc ça, c'est l'inspection, c'est très important. Le deuxième temps, bien sûr, c'est l'autopalpation. Cette autopalpation, quand on palpe son sein droit, on utilise sa main gauche. Il faut bien sûr palper en faisant des petits mouvements de rotation bien à plat sur toute la glande mammaire. On explore tous les cadrans, il y a 4 cadrans.
au niveau du sein. Il ne faut pas oublier la zone du mamelon, souvent on l'oublie. Il ne faut pas oublier la zone inférieure au niveau du sillon. Et il ne faut pas oublier surtout la partie qui remonte sous le bras. Parce que la glande mammaire, elle remonte sous le bras. Le troisième temps, c'est le mamelon. Il peut être inflammatoire, il peut être sensible, il peut y avoir un écoulement. Donc il faut bien terminer l'examen en examinant le mamelon. Voilà pour aujourd'hui, c'était l'essentiel de l'actu de Réel Média. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à la partager et bien sûr, abonnez-vous.